pas changer l'histoire, mais je peux choisir de continuer à la regarder en face. Et aujourd'hui, je veux simplement redire, je vous entends, que je reconnais, et que je suis là avec le cœur ouvert. Alors, si le livre de Bertrand Fauvet a pu provoquer cette réaction-là, ce livre-là méritait d'être écrit. Merci Bertrand. Sans plus tarder, voilà, nous sommes en plein, peut-être, psychodrame, disons, admettons. On a parlé d'esclaves, de colons, d'esclaves, etc. Monsieur Jean-Claude de Lescluze, vous imaginez s'il doit remonter vers ses ancêtres, qui ira-t-il trouver? Si ça se trouve, forcément, le génie aussi, pourquoi pas par la même occasion. Donc, comme c'est une soirée où déverrouille, où les tabous sautés, donc j'invite Jean-Claude à nous faire son analyse du livre de Bertrand Fauvet. Cher Bertrand, Monsieur le Président, chers amis, Mesdames, Messieurs, au fait, je dois au désistement de l'éditeur, désistement par ailleurs honorable, l'occasion de vous dire quelques mots sur ce livre qui méritait, comme vient de le dire Filet, d'être écrit. Il écrit son histoire. C'est une histoire singulière, mais paradoxalement assez commune, mais cachée, méconnue dans plein de familles. En lisant le livre, comme moi, vous allez vous poser un certain nombre de questions. Qu'est-ce que c'est le livre? Est-ce que c'est un récit biographique? Il dit que non. Est-ce que c'est une quête généalogique? Certainement. Est-ce que c'est un traité historique? Peut-être. Mais en fin de compte, c'est une histoire d'amour. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, il y a eu des histoires d'amour entre le maître et l'esclave. Là, Bertrand lui-même le dit, c'est sa conviction intime que c'est une histoire d'amour, parce qu'on ne peut pas vivre avec une femme de si longues années, faire 7 enfants, et s'occuper d'eux, et s'assurer de leur bien-être. Cette histoire, c'est une histoire fabuleuse, vous allez avoir beaucoup d'émotions, je comprends tout à fait l'émotion, et j'identifie la personne qui a écrit ce post-là, et vous allez ressentir la même émotion. Et j'espère qu'il fait, en écrivant ce livre, en rendant public cette histoire, il rend un service à la nation mauricienne. Parce que cette histoire est l'histoire de beaucoup de familles mauriciennes qui n'ont pas voulu que l'on sache, qui cachent, qui ont honte. Mais à bien voir, il y a tout un pan de la communauté mauricienne qui est né de ces liaisons, licites ou illicites. On les appelle, pour être précis et direct, on les appelle les mulâtres. En vérité, en quoi ils sont mulâtres? Ils sont mulâtres parce qu'ils sont à la fois donc, nés d'un blanc ou d'un indien, d'une indienne ou d'une africaine. En l'occurrence, les mulâtres sont plutôt des descendants de colons
et d'indiennes. Et c'est pour ça que malgré son métissage, il est blanc comme un blanc. Mais qu'est-ce qui fait la différence? En quoi ces gens qui sont si blancs que lui et d'autres dans notre société ne sont pas reconnus comme blancs par ceux qui se considèrent blancs? En fait, ça remonte à notre histoire. Et c'est une partie d'histoire qu'on ne connaît pas suffisamment. Sous la colonisation française, la première constitution du pays est créée par la Compagnie des Indes, qui gère l'île et qui fait venir des esclaves, et notamment des esclaves indiens. Ça, c'est une autre histoire. On raconte beaucoup d'histoires sur les esclaves africains malgaches comme s'il n'y avait pas d'esclaves indiens. Il y a eu des esclaves indiens, et énormément d'esclaves indiens. Évidemment, plus d'Africains au départ, et de Malgaches, mais aussi des Indiennes. Et les Indiennes qui ont été kidnappées, au fait, ce sont des Indiennes qui ont été kidnappées et vendues aux négriers de l'île de France. Ils viennent, pour la plupart d'entre elles, de la région du Punjab. Et elles sont blanches de peau. C'est pourquoi on ne voit pas très bien, des fois, le fait du métissage. Et que des gens sont considérés, des blancs considèrent que les autres ne sont pas blancs. Ils ne sont pas blancs, pourquoi? Il y avait une règle. À chaque fois qu'un colon français obtenait une concession, c'est comme ça que la colonie s'est développée, est née, que l'île Maurice est née, les concessions reçues par les colons français, il y avait une condition. La condition expresse, écrite, j'allais dire, noir sur blanc, la condition expresse est de ne pas souiller le sang français. De garder, je cite, c'est dans le texte, ne pas souiller le sang français. De garder la distance des couleurs. Et donc, ceux qui plus tard ont de ce point de vue historique, souillé la race, ont été rejetés par une partie de la population. C'est l'explication de la stratification qui existe dans notre société. Le grand mérite de Bertrand est d'exposer cette réalité-là, mais comme l'a dit Fillet, avec retenue, sans pathos, mais les faits, rien que les faits. Ça suffit et ça parle. Dans chaque page du livre, vous allez sentir cette émotion-là. Et vous allez sentir que sa revendication est une revendication vraie, sincère, intégrale, sans état d'âme. Dire les choses comme elles sont. Et c'est ce qui nous manque de notre pays. Et j'espère que l'exemple qu'il donne va susciter quelques recherches, parce que cette partie de notre histoire est totalement méconnue. On n'en parle pas. Personne n'en parle parce que les familles qui sont de cette histoire ne veulent pas en parler. Parce que c'est ressenti comme une espèce de honte. Et Bertrand a brisé ce tabou. Il faut qu'il soit remercié. Et si j'étais Premier ministre de ce pays, je l'aurais décoré. Vos applaudissements sont autant de médailles pour orner le revers de sa veste. Sans plus tarder, on demande à l'auteur de venir sur vos applaudissements, bien évidemment. Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être venus et applaudir énormément. Les gens qui sont venus derrière. Je remercie tout le monde d'être venu. C'est bon, on m'entend? Voilà, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, je m'appelle Bertrand Fauvette et je porte un nom d'esclave. C'est ma mère qui a découvert cette réalité. J'avais une quinzaine d'années, on était en France, je suis français, né en France, dans un milieu bourgeois, comme dit Filmet.
Ma mère avait fait des études de généalogie et pendant une dizaine d'années après son mariage, elle a fait des recherches de son côté. Voilà, donc elle a mis 10 ans pour remonter jusqu'au XIIe siècle et de son côté, on est breton, chez breton, il n'y a pas de doute. Et puis après cette dizaine d'années, elle s'est penchée sur la généalogie de mon père. Nous, ce qu'on savait, c'était que mon grand-père venait d'île Maurice, qu'il a fait ses études de médecine en France, qu'il avait été médecin ensuite à La Réunion, et comme il avait épousé une Française, la Française lui avait dit « je veux bien qu'on reste dans les îles, mais à la retraite, on rentre à Paris ». Donc voilà, donc il est rentré à Paris. Mon père a fait ses études en France, il a épousé une Française, bretonne, et moi je suis le premier né en France. Voilà. Et puis quand ma mère s'est attaquée à tout ça, à table, je me suis en train de ce dîner, un jour elle a dit à mon père, elle mettait les 4 enfants à table, elle a dit « mon chéri, tu es un descendant d'esclaves ». Et mon père lui a dit de quoi tu parles? Mon père, enfin son père, mon grand-père est médecin, non, on n'est pas descendant d'esclaves. Voilà. Et puis ma mère a dit si, en fait j'ai retrouvé quelque chose, les registres d'esclaves qui ont été établis par les Britanniques en 1814, juste après leur arrivée, et qui listent en fait toutes les propriétés et tous les colons, donc il y a tous les noms de tous les possesseurs d'esclaves, que ce soit des planteurs ou que ce soit des colons qui ont juste un ou deux domestiques qui sont esclaves. Et en dessous il y a une liste, et c'est la liste des esclaves. Voilà. Et pour la première fois, mon nom apparaît, le nom de mes ancêtres apparaît sur cette page. Alors, nous les enfants, on a regardé, on s'est dit qu'est-ce que c'est que cette affaire? Et donc dans les registres d'esclaves, la première propriété où mon arrière-grand-mère Pauline apparaît, ça s'appelle la Thébaïde. Et le nom du propriétaire de mon arrière-grand-mère, c'est Dogé de Spéville. Vous pensez qu'ici on est chez Dogé de Spéville. Et donc, mon arrière-grand-mère, 3 arrière-grand-mères, Pauline, a 7 enfants elle aussi. Évidemment, on ne connaît pas le ou les pères. Et dans les 7 enfants, la première, c'est Eugénie. Et elle, Eugénie, c'est mon arrière-arrière-grand-mère. Et donc, nous, on voit ça, on découvre ça. Alors, je vous rappelle, moi, je suis français, j'ai commencé par faire Sciences Po, et puis comme j'avais envie de faire des voyages, je suis rentré dans l'armée de l'air, je suis devenu officier pilote. J'ai fait toute une carrière dans l'armée de l'air. Ensuite, j'ai été choisi pour être pilote de Jacques Chirac, le président de la République. Ensuite, je suis devenu le directeur de l'organisation des vols présidentiels pour le gouvernement. Ensuite, j'ai rajouté un billet HEC, et puis je suis devenu effectivement directeur général de plusieurs filiales d'un grand groupe. Et puis après, il y a EasyJet qui est venu me chercher pour devenir directeur des opérations pour le France il y a une quinzaine d'années. Vous voyez le parcours absolument typique du français en mon milieu, qui a fait des bonnes études. Et ma mère avait introduit cette graine quand j'avais 15 ans. Et mon père a dit, c'est quoi cette histoire? Mes frères et sœurs, en gros, ont dit, mais qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est le passé, tout ça, c'est un peu. Et puis moi, la graine a été plantée, voilà. Et puis à 50 ans, quand vous avez, entre guillemets, réussi votre carrière, que vous êtes marié, que là, vous avez acheté une belle maison, que vos enfants font de bonnes écoles, vous avez réussi, qu'est-ce que vous faites? Vous allez jouer au golf. Donc je vais jouer au golf. Et quand je commence sur le golf, là, la graine qui avait été plantée, là, elle a pris toute sa place. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous là, mon gars? En clair, si toi, tu es là, c'est qu'il y a une arrière-grand-mère qui était esclave là-haut. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi, j'ai pu être là, c'est qu'elle avait vécu tout ça, mais elle avait surtout survécu à tout ça. Voilà, alors moi, ça commençait à prendre beaucoup d'espace, et quelque part, en plus, c'était une femme, hein. Et donc, je me suis dit, une femme esclave à l'île Maurice, où je n'étais jamais allé, je me suis dit, il est temps que j'aille un peu tirer les choses au clair. Voilà. Donc, je suis rentré du golf, et j'ai dit à ma femme, écoute, je vais prendre 15 jours de vacances, et puis je vais partir tout seul, en fait, à la recherche d'Eugénie. Alors, ce que je savais d'Eugénie, c'était des actes notariés. Alors, j'avais rien étudié, parce que le savoir, c'est une chose, et puis quand la vie vous entraîne, vous mettez tout ça dans un dossier, et puis vous l'ouvrez pas. Mais dans l'avion, je l'ai ouvert le dossier. Et donc, dans le dossier, je découvre qu'en fait, les actes... alors, il y a plein d'actes notariés. Jean-Marie Huron, je ne sais pas s'il est dans la salle. En fait, c'est la Société de généalogie et d'histoire de l'île Maurice qui a fait un travail absolument fabuleux. Et je croyais que j'étais un peu le seul à en bénéficier. Et ce matin, on a fait une émission de télévision.
Et à ma grande surprise, il y a un artiste qui est tout au fond là-bas, qui est pour le coup complètement créole et complètement mauricien, qui a fait exactement la même chose que moi. Et quand il a annoncé ça tout à l'heure à la télévision, je me suis rendu compte qu'on n'est pas tout seul. Et en fait, la société de généalogie va chercher des documents, notamment les registres d'esclaves et dans mon cas, les actes notariés. Voilà. Et donc, j'ai ces actes notariés que je n'ai pas encore ouverts. J'ai le bouquin que ma mère a écrit qui, le respect pour ma mère, mais qui est un peu illisible, c'est qu'une compilation de documents, c'est pas du tout drôle à lire. Et puis j'ai les mémoires de mon grand-père. Et mon grand-père, c'est celui qui était médecin, donc il était mauricien. Et puis il a fait des études de médecine. Alors moi, à l'époque, petit-fils de l'esclave, faire des études de médecine, je ne savais même pas où était le problème. Donc il fait des études de médecine en France, et ensuite il écrit ses mémoires. Et dans ses mémoires, en fait, il parle de sa grand-mère, Eugénie. Et il écrit juste une ligne et il dit « Je n'ai pas eu la chance de connaître cette grande dame, mais j'aurais bien voulu la connaître parce qu'elle a donné toutes les qualités aux Fauvettes, et ainsi de suite. » Donc, je savais que c'était une grande dame, je savais qu'elle était esclave, et c'est tout ce que je savais. Et il y avait l'adresse 28 rue d'Entrecasteaux. Donc, je prends l'avion, j'atterris à l'île Maurice, je loue une voiture, je vais à Port-Louis et j'arrive dans l'après-midi. J'arrive vers 2h. Je me dis, j'ai encore le temps d'aller visiter l'adresse. Je vais aller voir l'adresse où était la maison de mon grand-père, qui était 28 rue d'Entrecasteaux. Alors moi, je ne connais pas du tout Port-Louis. Pour moi, Port-Louis, c'était le mythe, c'est-à-dire ce qu'il y a dans la mémoire de mon grand-père, Port-Louis. Quand on est français et qu'on vous dit vos origines sont à l'île Maurice et la capitale Port-Louis, pour vous, c'est... Voilà. Et donc j'arrive dans la rue d'Entrecasteaux, puis je suis un peu étonné parce que dans ses mémoires, il explique qu'il a marié trois de ses filles en même temps, à l'Immaculée Conception, il y avait des carrosses tirées par plusieurs chevaux. Enfin, je me dis, tiens, c'est curieux quand même pour descendre en esclave que la vie ait l'air assez comme ça. Voilà. Et j'arrive rue d'Entrecasteaux, qui est la rue qui apparaissait dans les mémoires de mon grand-père. Et je suis un peu étonné parce que quand j'arrive devant le 28 rue d'Entrecasteaux, que vous connaissez peut-être tous, mais là, on sent que le quartier a été quand même un quartier, relativement un beau quartier. Et la parcelle du 28 rue d'Entrecasteaux, dans cette belle rue, c'est la plus grande des parcelles. Donc là, je suis un peu étonné. Je me dis, attendez, mon arrière-grand-père, qui était un descendant d'esclave, il habitait dans un quartier qui m'a l'air tout à fait correct, et il avait une parcelle qui m'a l'air tout à fait immense. Voilà, donc je suis un peu étonné, je commence à me dire, je ne comprends pas tout ça. Et je regarde cette parcelle, et là, en fait, je m'aperçois qu'il y a un monsieur qui était dans une des maisons qui a été construite sur cette parcelle, qui me regarde, et puis finalement qui descend. Et qui dit, mais qu'est-ce que vous faites? Alors, je dis, écoutez, je descends de André Fauvette, qui était mon arrière-grand-père, et qui habitait cette parcelle. Le gars me dit, ah bah oui, c'est moi qui ai fait démolir sa maison pour construire les nouvelles maisons qu'il y a dessus. Je dis, bon, très bien, à quoi ressemblait cette maison? Et là, il me dit, c'était une très belle maison créole, coloniale, avec 2 tours sur les côtés, une varande devant, des escaliers, voilà. Et mon grand-père avait écrit la même chose. Donc là, je me dis, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je descends dans l'esclave, mais son fils, André, avait l'air d'avoir une vie, voilà. Et donc, je relis vite fait les mémoires de mon grand-père et puis des documents de ma mère, et il avait écrit qu'il était technicien dans les trains de l'île Maurice. Donc à l'époque, je vous rappelle, les trains arrivent à l'île Maurice, il était technicien. Très bien. Donc, magie d'Internet, je commence à faire des recherches. Et je tombe sur un document qui s'appelle les Blue Books. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les Blue Books, mais l'île Maurice anglaise administration. Donc, chaque année, les Anglais faisaient un registre avec tous leurs fonctionnaires, avec leur nom, leur titre et leur salaire. Et donc, je trouve tous les Blue Books. Donc, je découvre que mon arrière-grand-père est rentré effectivement comme technicien, et qu'en fait, il est devenu 20 ans plus tard le directeur de la maintenance des trains de l'île Maurice. Et il y a son salaire. Donc, la Mauritius Railways, c'est 2400 fonctionnaires. Mon arrière-grand-père a le 7e salaire. Donc là, je me dis, et alors, il est chef de la maintenance. Donc la maintenance, c'est pas juste une machine à vapeur. Une machine à vapeur, c'est un avion de ligne. Hein. C'est-à-dire qu'il faut être ingénieur pour maîtriser ça. Et lui, il était chef de tout ça. Donc là, je me dis, il y a quelque chose que je comprends pas. Donc je commence à lire plus précisément. Et là, je commence à comprendre quelque chose. Alors, dans les registres d'esclaves, il y avait des noms. Et ces noms-là, pour moi, ne signifient rien du tout. La première propriété sur laquelle mon arrière-grand-mère d'esclave, c'était la thébaïde d'Auger de Spéville. Moi, d'Auger de Spéville, ça aurait été Dupont ou Durand, c'était pareil. Et la deuxième plantation, sans souci, c'était les Monts-Occhio. Voilà. Et en fait, je lis un petit peu et je découvre ce que ma mère, en fait, avait écrit, que je n'avais pas lu. C'était que
Eugénie Fauvette était devenue la couturière de la veuve Montocchio, maître de la plantation, et qu'elle était tombée enceinte, et dès qu'elle a accouché d'une jeune fille qui s'appelle Angélique, en fait, elle a tout de suite été rachetée pour ne plus être la propriété de la mère. Ça, c'est numéro 1. Et numéro 2, Charles Montocchio, qui est l'aîné des 6 enfants Montocchio, tout de suite s'est occupé d'elle, l'a fait habiter chez elle, et lui a fait une dotation financière. Alors, on a tous les actes notariés, c'est Jean-Marie Huron qui les a retrouvés. Et en fait, pendant toute sa vie, c'est vous Jean-Marie Huron ou pas? Ah, c'est... Bonjour monsieur. Ça fait 35 ans qu'on se parle, c'est la première fois qu'on se voit. Et donc, tous les actes notariés montrent que pendant toute sa vie, et même au-delà, Charles Montocchio va donner de l'argent. Alors quand je dis de l'argent, c'est des grosses sommes. Alors je vais un peu jusqu'au bout. La moitié de l'héritage de Charles Montocchio est allé à ma famille. Et il a donné des maisons. Chaque fois qu'il y avait une naissance, il donnait une maison, de l'argent, et à la mère, Eugénie Fauvette, et à l'enfant. Voilà. Et il a surtout donné une éducation. C'est-à-dire que mon arrière-grand-père est devenu patron des trains de l'île Maurice parce que quelqu'un lui a appris à lire et à écrire, à faire des maths et tout ça. Et quand moi j'ai commencé à dire, attendez, la famille, mais comment est-ce que lui, un fils d'esclave, tout ça, en fait on m'a dit, en fait, si tu lis le livre, Eugénie Fauvette est présentée comme étant la concubine de Charles Montocchio. Alors la concubine, pour moi, c'est un terme qui ne signifie pas grand-chose, et en fait, historiquement, à l'île Maurice, ça a un sens d'être une concubine. Concubine, c'est être la maîtresse officielle ou non officielle d'un planteur. Donc on ne dit pas maîtresse ou quoi que ce soit, on dit concubine. Donc elle était la concubine. Et donc il y a une transmission d'un héritage matériel et immatériel. Donc moi je découvre tout ça. Donc tout d'un coup, le planteur Charles Montocchio, enfin les Montocchio qui pour moi étaient en haut du bouquin du registre, propriété de esclave, propriété de la veuve Montocchio avec la liste, et moi j'étais qu'un nom parmi d'autres. D'un seul coup, je commence à comprendre que finalement le Charles Montocchio, qui est l'aîné des enfants Montocchio, a fait un enfant à Eugénie Fauvette, mais au lieu de l'abandonner, en fait il s'en est occupé. Et il a fait la même chose avec tous les autres enfants qui sont nés. Voilà, donc je découvre ça. Et puis, mon grand-père écrit dans son livre que le berceau de la famille Fauvette, c'est Flac. Voilà, donc j'ai été à Port-Louis, j'avais fait tout ça, puis je m'étais dit, maintenant je vais aller à Flac. Et donc, c'est là que j'avais loué ma voiture, et le loueur m'appelle en disant, non, j'ai un problème, je ne peux pas vous l'apporter maintenant, il y a 4 heures de délai, donc dans 4 heures, je vous l'apporte. Donc il me restait 4 heures à Port-Louis. Et j'avais vu dans les guides qu'il y avait un musée de l'esclavage à Port-Louis. Donc, je n'avais pas prévu d'aller le visiter, parce que je n'avais pas beaucoup de temps sur l'île, et je me suis dit, j'ai 4 heures, allons au musée de l'esclavage. Donc, je vais au musée de l'esclavage et j'atterris à la Pravasigat. Voilà, parce qu'à l'époque, le musée de l'esclavage, il y avait juste un bandeau métallique et je ne l'ai pas trouvé. Donc, j'arrive à la Pravasigat, super musée, très bien présenté. Et là, à l'accueil, on me dit, non, c'est pas ici, mais il est là-bas, mais il est fermé, il n'est pas ouvert au public. Mais en revanche, il y a une dame qui s'appelle Mélissa, que je connais, on va l'appeler tout de suite, et voilà. Donc elle me passe le téléphone, et puis je lui dis, écoutez, bonjour madame, je m'appelle Bertrand Fauvette, je suis un descendant d'esclave, je suis là une semaine sur l'île, et voilà. Elle me dit, ok, venez tout de suite, j'ouvre le musée. Alors je ne sais pas si Mélissa est là. Elle n'est pas publiée. Donc Mélissa ouvre le musée pour moi, et je découvre ce musée. Alors, le musée de l'esclavage qui est à Port-Louis est différent des autres musées qui sont à la Martinique, en Afrique du Sud, à Johannesburg, que je connais. Chaque fois que je voyage avec les musées sur l'esclavage, ça m'intéresse. Et pourquoi il est différent? Parce qu'en fait, il présente de façon historique, il présente les faits. Dans les autres musées, quand vous sortez, vous dites le blanc, c'est le méchant, le noir, c'est le bon. Et là, c'est beaucoup plus fin, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus complet. Voilà. Et donc, je remercie le monsieur qui m'a ouvert la porte en disant, écoutez, dites à Mélissa que je la remercie de... Voilà, et puis il ne comprend pas, ou je me suis mal exprimé, et il m'a dit, venez, on va voir Mélissa. Bon, alors je monte voir Mélissa, et je lui dis, écoutez Mélissa, félicitations. Elle m'a dit, écoutez, celles qui ont fait toutes ces expositions, c'est le docteur Fitzgerald Tinlock et le docteur Stéphanie Gambi, le bureau est à côté, je vais voir si vous pouvez leur parler. 1 heure avant, Voilà, et puis elles arrivent en disant, cher monsieur, on a 2 minutes. Les 2 minutes vont durer 2 heures. Donc je leur explique et je leur dis que je suis un descendant d'esclave et que je les remercie et tout ça. Et là elles me disent, mais vous savez, il y a
dans les franco-mauriciens, les descendants planteurs, il y a un frère et une sœur qui sont venus nous voir dès le début ils se sentaient concernés et ils avaient envie de faire quelque chose. Alors, moi, avant, comme l'a dit Finlay, j'avais retrouvé la tombe de mon arrière-grand-père André au cimetière de l'Ouest. Et donc, quand vous visitez le cimetière de l'Ouest, les noms, c'est toujours les mêmes. Ça fait 2 siècles qu'en fait, les noms sont les mêmes. Donc, quand elle m'a dit il y a des descendants planteurs franco-mauriciens, je les avais tous en tête. Hein. Donc, je sais, est-ce que c'était les Blagès, est-ce que c'était... Et là, donc, je lui demande quel est le nom. Et là, elle me dit, mais on ne peut pas vous le dire, c'est beaucoup trop sensible. Bon, 2 heures après, elle me lâche le nom. Et elle me dit Montocchio. Alors, je dis, attendez, je vous ai dit qu'on descendait aussi d'un planteur, le planteur, c'est Montocchio. Et à ce moment-là, je pense à dire, il me faut le prénom de ce gars-là, il faut que j'essaie de le contacter. Donc, ça, une demi-heure plus tard, elle me dit, voilà, il s'appelle Isabelle et Vincent Montocchio. Donc, je sors du musée, je vais récupérer ma voiture. Et avant en bas du musée, je me dis, Bertrand, quel est ton rapport avec les Montocchio? Tout ça, c'est des histoires qui ont un siècle et demi. Seulement, moi, j'ai 50 balais, j'ai 50 ans, et je vous parle d'une histoire avec une feuille d'un registre où il est écrit Eugénie Fauvette, propriété de la veuve Montocchio. Alors, quand vous êtes élevé en France et que vous avez fait votre vie, c'est un truc qui vous turlupine beaucoup. Donc je me suis dit, je ne sais pas qui sont ces gens-là, je vais les trouver sur LinkedIn, le réseau professionnel, et j'envoie 2 messages. Et j'envoie un message à Isabelle Montocchio et un message à Vincent Montocchio. Et je me dis, qu'est-ce que j'envoie? Et en fait, j'avais fait du vin, effectivement, juste avant. Et j'avais fait un petit site internet pour ma bouteille de vin. Et en fait, ma bouteille de vin, je l'avais appelée la couturière. Alors pourquoi je l'avais appelée la couturière? Parce que quand on fait du vin, on a un château, il s'appelle château machin. Mais moi, j'ai pas de château. Et donc, je m'étais dit, je vais utiliser ce vin pour rendre hommage à mon arrière-grand-mère Eugénie. Et donc, j'avais un petit site internet avec ma bouteille de vin, et dessus, j'avais écrit ce vin, cette cuvée qui s'appelle Eugénie la couturière, est faite pour rendre hommage à mon ancêtre qui était esclave, couturière, dans une plantation qui s'appelait Sans Souci. Voilà, donc je quitte le musée et j'envoie mes 2 petits messages LinkedIn en disant probabilité qu'ils les ouvrent, allez, 30%, probabilité qu'ils les lisent, qu'ils les balancent tout de suite dans la corbeille, 99%, probabilité qui est, cher monsieur, tant mieux pour vous, au revoir, c'était le reste. Voilà. Alors Vincent Montocchio est là, Isabelle Montocchio est là. Et je propose à Vincent maintenant de prendre un peu la parole pour vous dire de son côté, de son point de vue, ce qui s'est passé. Bonsoir à tous. Ça fait très longtemps que dans ma famille, on se pose des questions. Et je pense qu'on n'est pas la seule famille blanche mauricienne à se poser des questions. Et j'ai eu la chance d'être élevé dans une famille en fait, où il y avait nos amis, c'était des gens de toutes les couleurs, qui passaient, etc. Mais cependant, en fait, c'est un sujet dont on ne parlait jamais, en fait, l'esclavage et notre passé. C'était même pas un tabou, c'était juste, on n'en parlait pas, en fait. Et grandissant, ce passé, ce lien, d'où on vient, a pris de plus en plus de place, a occupé de plus en plus de mes pensées, celle de ma sœur, celle de mon frère Thierry, jusqu'au point où j'ai commencé à faire des recherches sur quel était le nom de mon ancêtre au moment de l'abolition de l'esclavage, combien d'esclaves il avait. J'ai découvert qu'en fait, les planteurs ont reçu une compensation, et pas les esclavés, les planteurs. Ça m'a complètement bouleversé. Et j'ai entamé une démarche personnelle de continuer à laisser cette graine grandir en moi et en parler autour
Donc en effet, on avait été voir Stéphanie avec un groupe d'amis blancs mauriciens qui avaient la même sensibilité, d'ailleurs, un d'entre eux est là. Et pour libérer la parole, en fait. Il faut libérer la parole. Il faut qu'on puisse en parler, mettre les mots sur nos blessures et sur ce passé qui nous plombe tous. Et c'est dans ce contexte que je continue à laisser cette émotion m'habiter, en sachant qu'elle fera son chemin petit à petit. Et quelques mois plus tard, je reçois un message LinkedIn dans mon bureau. Et en fait, j'appelle Bertrand tout de suite et je lui dis c'est incroyable, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, on rencontre très très vite. Et là, je découvre toute cette histoire et je découvre qu'en fait, cet ancêtre, Charles, qui est en fait pas mon ancêtre direct, et donc son histoire avec Eugénie et ce qui s'est passé. Et donc Bertrand me fait découvrir ce pan de l'histoire et en fait ancre et incarne quelque chose qui était de l'ordre un peu du roman, quoi, un peu d'une histoire, mais pas de quelque chose de bien réel. Et il se trouve donc que Charles, au moment du décès de son épouse légitime, va voir Alfred, notaire, mon ancêtre, et lui dit que en fait, j'aimerais léguer ma fortune et bien à Eugénie et ses enfants, mes enfants. Alors on m'a posé la question ce matin, on était dans une émission animée par Shehnaz Patel qui a, avec une très grande finesse, libéré une parole importante au cours de cette émission. C'était un moment très fort. Et on a eu un échange ce matin public qui sera diffusé à la télévision la semaine prochaine sur ces sujets. Et ensuite, libre à chacun de laisser cette émotion, l'habiter ou la capter. En tout cas, nous, on a voulu ouvrir la discussion et ouvrir l'échange. Et aujourd'hui, donc, Shehnaz me demandait, mais est-ce que ça t'a un peu apaisé? Oui et non. Oui, parce que, très bien, mes ancêtres ont peut-être été bienveillants et que d'autres, je reste très très lucide sur la réalité de l'époque et aucunement je voudrais que cette histoire soit l'occasion peut-être de dire vous voyez, après tout, ils n'étaient pas si méchants que ça, ils étaient plutôt bienveillants, etc. Je ne souhaite pas ça. Toujours est-il, il y a eu cette histoire. Et il y en a sûrement plein d'autres. Donc je remercie Bertrand d'avoir été cette passerelle. Et je souhaite qu'en tant que Mauricien, tous les Mauriciens, on puisse se parler de ça. Et puisque c'est une histoire qui est récente. Sans souci, moi c'est un nom avec lequel j'ai grandi. Parce que quand mon père est décédé, j'avais 15 ans, j'ai hérité de l'action de Sans souci. Donc c'est pas une histoire passée, c'est une histoire récente. Les compensations, l'État anglais avait besoin d'emprunter pour payer ces compensations. Ils ont fini de payer cette dette il y a peut-être une dizaine ou une quinzaine d'années. C'est pas très loin. Et en fait, je ne sais pas pourquoi on a si peur d'en parler. Je ne sais pas. Mais je sais qu'on ne peut pas avancer en tant que pays si on ne fait pas la pleine place à notre histoire. Et c'est ce que je souhaite du plus profond de mon cœur, c'est qu'on puisse faire la pleine place à notre histoire et s'il le faut, réparer ce qu'il y a à réparer. Voilà.
j'envoie mes messages LinkedIn et donc les retours, je les ai tout de suite. Voilà. J'ai Vincent et Isabelle qui m'appellent dans la foulée en disant il faut qu'on se voit tout de suite. Et d'ailleurs, est-ce que tu as vu nos messages? Alors je dis mais quel message? En fait, je regarde tout de suite sur mon téléphone WhatsApp et je vois qu'en fait, Vincent m'avait envoyé des tonnes de photos, de registres d'esclaves, de documents et compagnie. Et en fait, c'était les mêmes. Donc en fait, on avait à peu près les mêmes. Mais surtout, ce que je me suis dit, c'est quand même extraordinaire. Je vais par hasard dans un musée qui est fermé, on ouvre, où je rencontre des personnalités historiques de référence de l'île Maurice, qui me disent que ce sont les Montokyo qui sont venus, voilà. Et j'envoie mes messages, et tout de suite, j'ai la réponse. Alors, au moment où je monte dans ma voiture, je me dis, c'est quand même assez incroyable. Et puis, quand je monte dans la voiture, je me rends compte que j'ai pas réservé ni d'hôtel, ni de rien du tout, à Flac, là où je devais aller pour aller sur les traces d'Eugénie. Donc, dans la voiture, je me mets à chercher une chambre d'hôtel, à Flac, je ne trouve pas. Je cherche Airbnb, je ne trouve pas, je trouve rien. Et donc, je cherche partout, et alors, à ce moment-là de l'année, l'offre, c'était des hôtels à des prix hors de la bourse, que je n'aurais jamais pu expliquer à ma femme. Et donc, tout ce que je trouve, c'est un studio à Flic-en-Flac. Alors, quand vous regardez la carte, c'est le point, mais Flic-en-Flac et Flac, c'est de chaque côté de l'île. Et je regarde dans le guide ce qu'ils disent de Flic-en-Flac, ils disent c'est une station balnéaire, enfin, c'est un endroit où je n'avais pas forcément envie d'y aller. Mais je trouve que là, donc je réserve et je vais à Flic-en-Flac. Et sur la route de Flic-en-Flac, donc je réfléchis à tout ce qui vient de se passer, et je me dis, j'ai quand même de la chance, hein. Je viens à peine de débarquer sur l'île Maurice, et voilà où j'en suis. Et je traverse mes premiers champs de canne à sucre. Vous n'avez jamais vu de champs de canne à sucre? Je connaissais les champs de maïs, les champs de blé, mais pas les champs de canne à sucre. Et donc j'arrive à l'entrée de Flic-en-Flac, et à l'entrée de Flic-en-Flac, il y a plein de canne à sucre à droite et à gauche, et il y a une usine sucrière. Donc c'était il y a 2 ans et demi, l'usine sucrière, elle fumait. Et je me dis, tiens, bah, il y a donc une usine, ils font du sucre, ils font du rhum, je ne sais pas ce qu'ils font, mais voilà. Donc je rentre à la maison, et en fait, juste pour parler du livre, c'est là que je me suis dit, il s'est passé tellement de choses aujourd'hui que je vais quand même prendre des notes. Donc il devait être 8 h du soir, et à 3 h du matin, je me suis dit, va te coucher. Donc le livre a commencé à vivre ici. Et le lendemain, je prends la route pour aller à Flac. Et je sors à Flic-en-Flac, si vous connaissez, vous ne sortez pas de Flic-en-Flac. Vous êtes dans les bouchons de Flic-en-Flac. Et donc je suis arrêté, et il ne se passe rien, un quart d'heure, une demi-heure, 3 quarts d'heure, et au bout d'un moment, je me dis, je ne vais jamais y arriver. Et il y avait toujours, sur ma gauche, la cheminée qui fume. Donc je me dis, Bertrand, tu n'as jamais vu de champ de canne, tu n'as jamais vu d'usine sucrière, tu es bloqué, mais tu es un samedi matin. Moi je me suis dit, je vais y aller. Donc je rentre dans le champ de canne, sur la piste, avec ma voiture, et je vais jusqu'à l'usine. Alors juste avant d'arriver à l'usine, je m'arrête et je me dis je vais aller voir ce que c'est qu'un champ de canne. Alors un champ de canne, dans mon imaginaire, c'était un champ de maïs. Donc, du maïs, c'est planté en ligne droite, vous pouvez marcher entre chaque rang et ça fait 1,50 m. Voilà, et donc là pour la première fois, je vois des cannes à sucre. Donc ça fait 3,50 m quand c'est en pleine forme, et surtout, vous ne pouvez surtout pas rentrer dedans. Dans le registre des esclaves, il y a la taille de mes ancêtres. Pauline, celle qui était esclave de Pioche à la Thébaïde, elle faisait 1,50 m. Elle était esclave de Pioche. Donc vous voyez le 1,50 m par rapport. Donc là, vous commencez à vous dire, waouh, c'est plus compliqué que ce que j'avais imaginé. Voilà. Et puis j'arrive dans l'usine sucrière, et en fait c'est une vraie usine avec des camions qui arrivent et qui sortent avec des grues, avec tout ça, enfin, ça fume, ça, c'est noir, et voilà. Et je regarde tout ça, et je me dis, tiens, une usine sucrière, voilà. Et puis il y a un bâtiment administratif, et je vois un type qui descend et qui me regarde, et comme on est samedi matin et que j'ai rien à faire sur un site industriel, je me dis, bon, je vais le voir, et puis et voilà. Et donc je vais voir le gars, et puis et pour aller discuter. Et en allant vers lui, il y avait un gros panneau, et sur le panneau, il y avait écrit Médine. Alors Médine, vous connaissez, moi Médine, ce qu'il avait écrit, c'était que dans les mémoires de mon grand-père, il écrit que sur son lit de mort, a priori c'est faux parce qu'on a retrouvé le testament, il a dit à mon arrière-grand-mère, je vais te léguer mon usine sucrière Médine. Et celle-ci, fière, lui a dit non, c'est où ton nom, mais je ne veux pas de ton usine. Voilà. Bref, donc pour moi, Médine, c'était l'usine sucrière. Et alors, les Montokyo, pour moi, puisque j'ai commencé à regarder qui étaient les Montokyo, donc je découvre un peu qui sont les Montokyo, c'est l'Est, c'est Flac.
c'est pas l'Ouest, c'est pas Flic en Flac. Donc je me dis, mais est-ce que cette usine appartient au Montopio? Est-ce que... Donc je prends pas très bien. Donc je vais voir le monsieur sur la marche, et puis comme au musée ça a bien marché, j'arrive franco, et je lui dis, écoutez, je m'appelle Bertrand Fauvette, et mon arrière-grand-mère était esclave. Voilà, et je voudrais vous poser une question. Médine, ça appartenait au Montopio? Et le gars, il me dit, non, je sais pas. Ici, avant, ça s'appelait la Thébaïde. Et ça appartenait au Dogetspevi. Voilà, donc il me dit ça. Donc on est toujours dans la même journée du musée, des Montopio, et là il y a ça qui me tombe dessus. Enfin, c'était tellement loin, mais c'était toujours dans le... Il y a ça qui me tombe dessus. Donc je lui dis, pardon, il dit, oui, ça s'appelait la Thébaïde. Alors je lui dis, c'est pas possible. Alors, il dit, bah, attendez, il y a un livre d'histoire qui a été écrit pour les 100 ans de Médine. Ce livre d'histoire, enfin, j'en parle un peu dans ce livre parce que c'est là que... Enfin, bon, allons plus loin. Donc il me dit c'est la Thébaïde. Donc il me donne son livre d'histoire et il y a un chapitre dès le début qui s'appelle « Quand Médine s'appelait la Thébaïde ». Et donc en fait, sans le savoir, j'ai été allé à Flic en Flac, là où en fait était la Thébaïde. Donc c'est là que j'ai commencé à dire, bon, il y a quelqu'un là-haut qui est en train de me piloter là. Voilà, et donc je suis sur la Thébaïde. Alors, quand vous lisez des manuels scolaires et qu'on vous parle de l'esclavage et du colon, c'est d'information, ça ne vous touche pas. Quand vous commencez à arriver devant un champ de canne et que vous commencez à visualiser ce que c'est que tout ça, que vous arrivez sur la Thébaïde et que vous savez que votre arrière-grand-mère, elle était là, et elle sarclait, elle coupait, je ne sais pas ce qu'elle faisait du haut de 5,50 m, mais elle était esclave sur ces terres. Vous passez un peu du livre, du bouquin à la réalité. Voilà. Et là, ça a été un peu un choc. Et donc, ce que je me suis dit, c'est que je me suis dit j'allais prendre un petit peu de terre de la Thébaïde. Donc, j'avais plein de bouteilles d'eau dans le coffre, parce qu'il fait quand même chaud ici. Et donc, je vide une bouteille d'eau et je me dis je vais la remplir en 5 minutes là, de terre vite fait, que je vais rapporter chez moi en disant bah, voilà, ça c'est la terre de la Thébaïde, c'est la terre qui a été cultivée là où était notre arrière-grand-mère esclave. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de gratter dans plantation de canne à sucre, ça m'a pris 30 minutes. Alors, on se casse les ongles, c'est pas la peine, c'est du béton, tout truc. Donc, cailloux, où est-ce qu'on trouve des cailloux? Enfin, voilà. Et au bout de 30 minutes, j'ai regardé mes mains, et mes mains étaient rougeâtres. Mes mains étaient rougeâtres. Donc, il y a tout un cheminement qui est un peu particulier. Voilà, alors pourquoi ce livre m'a un petit peu choqué, et quand je suis rentré après chez moi, j'avais un récit qui était le récit de ma quête. Et quand je suis rentré, je me suis dit, je vais mettre un peu d'histoire. Pourquoi? Parce que mon père m'a dit, s'il y avait des esclaves à l'île Maurice, ça se saurait. Donc en fait, j'explique un peu d'où viennent, non seulement les esclaves, mais d'où viennent les colons, les franco-mauriciens. Alors pour savoir d'où ils viennent, je me suis dit, tiens, je vais prendre un nom absolument au hasard, on va l'appeler Claude. Et puis on va chercher. Alors il se trouve qu'il y a une thèse qui a été écrite, pas en France, à l'étranger, sur ce Claude. Donc je me suis dit, tiens, d'où vient ce Claude? Alors ce Claude, il vient de Metz, ensuite il est au ministère de la Marine, ensuite il vient à l'Île-de-France parce qu'il est secrétaire du gouverneur, il devient ce qu'on appellerait aujourd'hui un auditeur du gouvernement financier, et puis il s'achète une propriété, voilà. Puis à la fin de ce chapitre, j'écris qu'en fait la propriété qu'il achète, c'est la Thébaïde, et son nom complet c'est Claude Nicolas Dogetspevi. Donc j'explique un petit peu tout ça. Alors pourquoi pour moi c'est important? Parce que c'est la veuve Dogetspevi qui m'a donné mon nom de famille. C'est ce que je dis dans le livre. Alors, moi j'ai de la chance, j'ai reçu un nom qui est portable. En fait, les Anglais arrivent en 1810, et il y a déjà, pour l'Angleterre, l'Empire britannique, l'abolition de la traite de l'esclavage. Alors, juste pour abolir l'esclavage, on ne l'abolit pas d'un seul coup, parce que si vous le faites, en fait, vous cassez tout business. Donc, il ne faut pas faire ça. Donc, en fait, ce qu'ils font, c'est on abolit la traite, on laisse quelques années, le temps que, en fait, les propriétaires d'esclaves aient le temps de se retourner, donc ça laisse à tout le monde le temps de s'organiser. Ce qui n'est pas idiot. Et c'est là qu'ils font les registres d'esclaves. Parce que si vous voulez contrôler la traite, en fait, vous devez, là, il y a 150 personnes, on va faire la liste de toutes les personnes, je reviens dans 3 ans, il ne peut y avoir que des personnes en moins, c'est les décès,
et des personnes nouvelles, c'est des bébés. Bon, j'ai pas dit qu'il fallait faire des non, c'est ça, mais... Et donc la traite est interdite à l'extérieur. Voilà. Et donc, pour ça, il faut donner un nom aux esclaves. Sauf que les colons français, donc les franco-mauriciens, eux, ils ne veulent pas tout ça. Parce que donner un nom à un esclave, il perd son statut de bien matériel pour devenir un humain. Donc, c'est un peu le début de la fin. Donc, en fait, les noms qui vont être donnés, vous les connaissez bien mieux que moi, et en écrasante majorité, c'est les noms, ce qu'on appelle les noms de la honte. Les belles cuisses, les gros culs, la chaude, voilà. Et moi, quand j'ai loué une voiture là, en arrivant, le nom du gars qui m'a donné la voiture, c'est un belle cuisse, par exemple. Alors, il était très souriant, ça s'est très bien passé. Mais ça fait mal, quand même, hein, de se dire ce type-là a reçu ce nom-là, parce que, voilà. Donc, moi, le nom que j'ai reçu, c'est Fauvette. Alors, Fauvette, c'est un nom qui est un peu en hête, donc c'est pas tous les jours facile à porter, mais surtout en France. Quand on vous dit comment vous appelez, vous dites je m'appelle Bertrand Fauvette, et on dit comment ça s'écrit comme l'oiseau. Et chaque fois je porte ce truc, et c'est saoulant. Alors en plus, vous êtes pilote du président de la République, et qu'on dit bon, comme l'oiseau, c'est quelque chose qui. J'ai toujours eu un peu de mal. Voilà. Et ce nom-là m'a été donné par la veuve d'Eugène Spéville. Parce qu'en fait, quand on a donné les noms des esclaves, il y avait un officier d'état civil et puis le propriétaire. Et en fait, quel nom vous donnez à votre esclave? Quand il y a Pierre le Costaud, vous allez l'appeler Pierre le Costaud. Sauf que dans le décret qui a été donné aux colons, il y avait écrit que ce nom serait donné par les propriétaires d'esclaves, nom qu'ils jugeront à propos et qui servira pour les générations futures. C'est ce à propos qui... Moi, il y a quelqu'un qui a jugé à propos que, alors Fauvette, ça va encore, belle cuisse, il y a quelqu'un qui... Voilà, et ça, pour moi, quelqu'un comme moi, un descendant d'esclaves, ça c'est difficile. Donc c'est pour ça que j'ai voulu savoir, en fait, les d'Eugène Spéville, qui est-ce qu'ils étaient? Et alors, je raconte un petit peu tout ça, et en fait, la vraie question, c'est qu'ils avaient une centaine d'esclaves, quel nom ils ont donné à leurs esclaves? Et bien, quand on fait toutes les pages de tous les registres d'esclaves, ce que j'ai fait, c'est des mois. Mais vous lisez, non, pardon, les noms qui ont été donnés, en fait, j'ai eu de la chance. Parce qu'à la Thébaïde, les hommes sont beaux et costauds, et les femmes sont toujours jolies, et voilà. Donc c'est ou des noms de roses, de fleurs, ou des noms d'oiseaux pour les femmes, et les hommes, c'est toujours assez positif. Ce qui est très rare. Ce qui est très rare dans les registres d'esclaves. Donc voilà, donc je suis à la Thébaïde, et là, alors je l'ai écrit noir sur blanc, il m'a laissé ce livre qui raconte l'histoire de la Thébaïde, et donc c'est pour célébrer le centenaire. Alors c'est un livre qui est très très bien fait. Et il y a des photos des engagés, des Indiens, et tout ça. Et en 1950, il y a un cyclone qui abat toutes les maisons des engagés indiens, 1950. Naissance de l'ordinateur, naissance des programmes spatiaux et compagnie. Hein. Et dans le cyclone, toutes les cases en torchis, c'est écrit, et en toit de paille ont été détruites. Et il y a écrit, avec l'habitude de loger les travailleurs sur la propriété qui existe depuis le début de la plantation, nous décidons donc de reconstruire des cabanes en torchis et en paille. En 1950. Voilà, et c'est là que enfin, je me dis merde, il y a des années en ligne, c'est le début de l'aviation à action, et on construit les mêmes maisons que dans laquelle Eugénie est née quand sa mère a accouché Pauline à 13 ans, il y a 2 siècles de ça maintenant. Voilà, donc j'ai été un peu étonné et je l'ai un peu eu. Voilà, donc tout ça pour dire que donc, je continue, après on fait un dîner, et puis 2 dîners avec Isabelle et Vincent, on parle beaucoup de tout ça. Il me faut rencontrer le père Alain Romaine, qui a écrit le livre Les Lions de la honte, à qui je demande, à la fin du dîner, je lui dis, vous faites, je m'appelle Fauvette, vous qui êtes un spécialiste, qu'est-ce que ça dit de mon arrière-grand-mère? Je cite, elle devait être pimpante. Voilà. Donc ça m'a fait beaucoup. Bref, et donc, on termine sur ce dîner, et là, j'arrive à Flac, et tout ce que je sais, c'est que c'est le berceau de la famille Fauvette. Voilà, j'arrive dans la ville qui est le berceau de la famille Fauvette, c'est tout ce que je sais. Et moi, je me dis, les planètes se sont un peu tellement alignées jusqu'à présent, c'est que je suis à la recherche d'Eugénie, probabilité que je retrouve sa tombe
Ou la maison dans laquelle elle a vécu, 0, une esclave. Voilà, donc j'arrive à Flac et je cherche l'église en me disant peut-être que là ils ont des registres, ils ont des choses qu'ils vont apprendre. Et puis quand je traverse Flac, il y a un marché, il y a un très joli marché, je ne sais pas si vous connaissez, et un vrai marché. Très coloré, donc je me gare et je vais au marché, donc je visite, c'est charmant. Et puis il y a sur le côté du marché, au bord de la rivière, il y a un endroit où ils vendent du jus de canne à sucre. Donc il faisait très chaud, et je prends du jus de canne à sucre. Et je m'assois, je réfléchis à tout ça en me disant mais où est-ce que je vais trouver ma grand-mère. Et ce que je savais, c'est qu'elle avait passé toute sa vie dans une maison qui s'appelle la Virginie. Et la Virginie, c'est la maison de Charles Montocchio. Alors Charles Montocchio, donc, était notaire pour toute la partie est de l'île, d'une famille de planteurs, donc aisée. Quand il y a eu la création du conseil du gouvernement, il est devenu membre du gouvernement. Alors, je vous rappelle que mon arrière-grand-père est né dans cette maison. Donc, moi qui venais à l'île Maurice en disant voilà, donc c'est là où je vois que cette histoire est unique. Et il était vice-président de la Chambre d'agriculture. Donc c'était quelqu'un de très important. Et pour comprendre ce qu'était Charles Montocchio, chez qui finalement on a été éduqué, je me suis dit que j'allais visiter le château de la Bourdonnais. Le château de la Bourdonnais, vous connaissez tous. Exceptionnelle maison coloniale entièrement restaurée, superbe. Particularité, famille de Christian Vier. Christian Vier, c'était le président de la Chambre d'agriculture en 1853 quand elle a été créée, et lui aussi était membre du gouvernement. Donc en fait, entre Charles Montocchio et Christian Vier, il y avait une grande proximité. Donc je vais visiter le château de la Bourdonnais en me disant, c'est dans ces conditions-là, c'est là qu'a vécu mon grand-mère, et voilà. Un petit aparté sur le château de la Bourdonnais que je trouve absolument superbe, c'est que toutes les cartouches, tous les cartels où il y a écrit voilà, le château construit telle année, dans quel style, il n'y a pas écrit ça. Il y a écrit ce château est tout à fait dans le style de Scarlett O'Hara, autant n'emporte le vent. Sur chaque cartel, il n'y a aucun passage où on dit. Alors, il a été construit dans les années 1875, donc c'est après l'esclavage. Néanmoins, la Bourdonnais, la plantation de la Bourdonnais, c'est les esclaves. À aucun endroit il y a écrit qu'il y a des esclaves. Il y a écrit c'est Scarlett O'Hara, regardez comment se ferait dans une maison de Louisiane, machin. Quand est-ce que. Voilà, bon après, j'ai rencontré ceux qui s'occupent de tout ça. En fait, c'est en train de changer. En fait, ils ne m'ont pas attendu. Je l'ai écrit dans le bouquin, donc ça n'a plus lieu d'être, mais ils vont changer ces cartouches. Et bref, donc, la Virginie, qui est la maison de Charles Montocchio, là où ma famille a été élevée, est quelque chose qui ressemble un peu au château de la Bourdonnais. Et où est-ce qu'on voit une trace? C'est sur la carte des cubes. Alors, juste une question. Qui connaît la carte des cubes? Ah, il y a quelques personnes, et pourtant, c'est la carte des cubes date de 1880. C'est une carte très ancienne. Particularité, dessus sont dessinées toutes les concessions. Toutes les concessions. C'est comme ça que j'ai appris tous les noms de l'île Maurice, parce que tous les noms sont là, en fait. J'ai pas appris l'île Maurice avec une carte IGN, une carte Michelin, j'ai appris sur une carte des cubes. Et avec les mémoires de mon grand-père, est-ce que vous imaginez le choc quand je vois que la moitié des villages et des villes portent des noms de plantations? C'est hallucinant. Des collèges qui s'appellent la Gaîté. Tout ça, c'est des plantations, je connais toute leur histoire et j'ai découvert cette réalité. Et donc, sur cette carte des cubes, il y a la Virginie à Flac avec le cours d'eau. Donc, je sais où c'est, mais je pense qu'il n'y a plus rien. Et donc, je suis en train de boire mon jus de canne à sucre. Je regarde devant moi, il y a un petit cours d'eau avec un champ de canne. Et là, l'image se superpose dans mon cerveau. Et ce que je suis en train de voir, en fait, c'est exactement la courbe. La Virginie, elle est devant moi. Donc, je vois mon truc, c'est devant la Virginie. Donc, je fais le tour, je vais visiter la Virginie et il n'y a plus rien. Donc, je cherche un petit peu. Et en fait, la maison a été détruite. Mais là où j'ai bu mon jus de canne, c'était là. Donc là, je me dis, Eugénie, je vais la trouver. Donc, je demande où est le cimetière. Et là, on me dit, le cimetière, très facile à trouver, c'est à la sortie du village. Donc, je vais à la sortie de Flac, et il y a un cimetière. Et je me gare, et en fait, il y a une butte juste devant le mur, et sur la butte, il y avait un palier, avec un type, un monsieur qui doit avoir 80 ans, en costume, avec un parapluie pour me protéger du soleil. Donc, je me gare en faisant attention à pour être près de lui. Et voilà, monsieur, bonjour. Et je vais visiter le cimetière. Tout de suite, je me rends compte que dans le cimetière, il est beaucoup trop contemporain, c'est pas ça.
Alors à côté, il y a un autre cimetière et des tombes qui sont différentes, et je découvre le cimetière hindou. Voilà. Après, il y a 3 cimetières côte à côte, c'est incroyable. Voilà. Et puis je me dis, c'est pas là. Et voilà. Donc en fait, je me dis, où est-ce qu'elle est? J'ai aucune trace, je ne sais pas, il n'y a aucun registre. Voilà. Et je remonte dans ma voiture. Et le type est toujours là, il me suit, il regarde toujours assis sur sa butte avec son parapluie et son costume. Donc je vais le voir, et je lui dis, bonjour monsieur, je suis un descendant d'esclaves, en fait je cherche la tombe de mon arrière-grand-mère. Point. Et là le type me répond, ton arrière-grand-mère, elle est là-bas, sur la colline. Bon. Alors là, pardon, il dit, oui, elle est à Fouel. Fuel. Alors, fuel, pour un pilote, c'est du fuel, c'est du pétrole. Je me dis, mais quoi? On me dit fuel. Et je ne comprends pas ce qu'il me dit, fuel. Et il y avait il y a une usine sucrière à Fuel. Il me dit fuel, l'usine qui fume. Donc voilà, donc on se quitte là-dessus sur l'usine qui fume. Donc je monte à l'usine qui fume, et en fait, l'usine qui fume est à côté de Saint-Julien. Saint-Julien, il y a un cimetière. Donc j'arrive, moi, au cimetière, parce que le type m'a juste dit, ta grand-mère, elle est là-bas. Ok. Donc j'arrive dans le cimetière, et dans le cimetière, il y a d'abord les caveaux de première classe. Oui. Est-ce que tu as 5 minutes pour conclure? Ah d'accord. Je dis la fin. Non mais... J'ai 5 minutes pour conclure. Donc j'arrive là, et dans le cimetière de Saint-Julien, il y a des caveaux de première classe qui sont les planteurs enterrés il y a un siècle. Et tout au fond, il y a une espèce de no man's land avec des tombes dans tous les sens, qui sont des tombes noires en pierre de basalte qui ont 2 siècles et qui sont la partie ancienne du cimetière. Et je me dis, est-ce que mon arrière-grand-mère est enterrée là? On est à Flac, voilà. Et donc je me dis, je vais regarder, je vais lire les noms sur les tombes. Sauf que je ne sais pas si vous avez déjà essayé de lire un nom sur une tombe qui date de 2 siècles avec 5 cm de mousse, c'est impossible. Donc je me dis, pas de problème, je vais gratter. Donc je gratte et il n'arrive à rien à part vous casser les ongles. Et il n'y a pas de plan, il n'y a rien, et le bureau de l'administration est fermé. Donc j'y arrive pas. Donc alors on est en plein cagnard, il fait chaud, je commence à gratter, les tombes sont dans tous les sens, je ne sais pas si je dois chercher à droite, à gauche, voilà. Donc le cimetière, on dit ça ferme, donc je vais partir, et en partant, je tombe sur une tombe de James Montocchio. Alors James Montocchio, c'est celui qui a acheté le génie. Donc c'était la première fois que j'ai fait face à celui qui avait acheté mon arrière-grand-mère. Je l'explique dans le livre. C'est une réalité, c'est-à-dire que moi je suis descendant de génie, je suis en face de celui qui l'a acheté. Vous avez beau savoir qu'en fait il l'a sûrement acheté pour des bonnes raisons, pour noir à cause de tous ces trucs. Voilà, mais c'est un sentiment qui est très étrange. Un sentiment qui est très étrange. Le lendemain, je reviens et je me dis, il faut que je trouve ma grand-mère. Il me reste 2 jours, il faut que je la trouve. Donc j'ai pris une éponge, un scotch-brite là. Et puis j'ai pris une brosse. Et donc j'essaie avec mon scotch-brite, et en 15 secondes, il n'y a rien du tout, ça ne marche pas du tout. Alors j'avais une autre idée, c'est de mettre une feuille de papier avec un crayon de bois, vous savez, j'ai passé, voilà, pour faire 3 lettres, j'ai mis 1 heure, et no way. Voilà, et donc je me suis assis au milieu de la vieille parcelle. Alors il y avait une tombe un peu particulière qui entourait d'un grillage, donc j'ai mis mon sac à dos, et là je me suis dit, où est-ce qu'elle doit être enterrée? Et donc là, je commence à chercher un petit peu en me disant, mais elle a dû être enterrée à côté de Charles Montocchio. Si j'étais le fils de génie, des enfants de génie, c'est ce que j'aurais fait, parce qu'il y a une belle histoire d'amour, donc voilà. Donc je cherche à savoir où est enterré Charles Montocchio. Et là, j'arrive rapidement à savoir que Charles Montocchio n'est pas du tout enterré là, il est enterré ailleurs. Donc j'ai toujours pas de truc. Et il ne me reste plus qu'une journée. Donc je reviens le lendemain en me disant, tu vas la trouver, tu dois la trouver. Tout ne s'est pas aligné jusqu'à ce moment-là, sans quoi. Et puis là, je me dis, si j'avais été le fils de génie, où est-ce que je l'aurais mis si je n'avais pas pu l'enterrer à côté de Charles? Et je me dis, si elle a été admise comme ça, et qu'elle a habité chez Charles, et que ça devait être de notoriété publique, si j'avais été le fils de génie, j'aurais demandé aux enfants Montocchio l'autorisation de l'enterrer pas trop loin de la tombe du père de Charles Montocchio. Bon, c'est idiot, c'est ce que je me suis dit. Et donc je me suis dit, qui peut savoir où elle est cette tombe? Et alors il se trouve que chez les Montocchio, il y a Jean-Pierre Montocchio qui habite en Amérique du Sud, qui tient un blog. Et donc je lui envoie un petit mot en disant, cher Jean-Pierre, est-ce que vous savez où est la tombe du premier Montocchio arrivé à l'île Maurice? Voilà. Il me dit, j'en ai aucune idée, mais en revanche j'ai une photo. Et il ne m'envoie pas la photo. Donc le lendemain matin, j'attends en me disant, où est-ce que... Voilà.
Et le lendemain matin, au moment de partir, je reçois sa photo. Et la photo, vous vous souvenez de la tombe, avec entouré de grillage là où je me posais, parce que je pouvais simplement mettre mon sac à dos et ma veste. Hein. Il me dit, c'est ça la tombe de Pierre Montocchio. Donc je roule à fond, hein, ce qui veut dire derrière les canons de canne à sucre à 20 km/h. J'arrive à Flac, je vais directement sur la tombe de Pierre Montocchio, et je lis. Et en fait, il y a écrit effectivement 6J Pierre Montocchio, arrivé de Bastia, de l'île de Corse. Il y avait écrit Bon Père. C'est toutes les. Enfin, bref, c'est une très belle tombe. Et à côté de cette tombe, sur la gauche, il y a une pierre de basalte qui est taillée au cordeau, qui fait 2 mètres de long sur 70 cm de large, qui est posée à côté. Et quand je vous dis posée à côté, elle n'est pas à 1 mètre, elle est à 7 cm. Elle est à 7 cm à côté, elle est noire. Et donc je vais voir tout de suite si j'arrive à lire quelque chose. Elle est recouverte de mousse et je n'arrive pas à lire. Donc je gratte et je n'arrive pas à lire. Et en fait, en essayant de gratter avec mes ongles, j'ai le visage à l'horizontale par rapport à la pierre tombale. Et en fait, je vois les trous des lettres. C'est des lettres majuscules. Voilà. Et donc je mets mon doigt dans les trous et j'essaie de deviner les lettres. Voilà. Et donc la première lettre était un E. La deuxième lettre était un U. La troisième lettre était un G. Enfin, bref. Donc, depuis le début, j'étais devant la tombe d'Eugénie. Et la tombe d'Eugénie, elle est où? Elle est collée à la tombe de Pierre Montocchio. Donc je vois ça. Et là, il y a le tombaliste qui arrive. Le tombaliste, mot mauricien. Bonjour monsieur, je suis le tombaliste. Le tombaliste arrive, il me dit, mais vous faites quoi là, depuis 3 jours? Je lui dis, bah écoutez, je suis un descendant d'esclaves. Mon arrière-grand-mère s'appelle Eugénie, elle est enterrée là. Donc il est à côté de moi, il fait le tombaliste de Saint-Julien, il fait 2 mètres d'eau, il va faire 140 kilos. Il regarde à côté de moi, et je suis à côté de lui, on regarde cette tombe. Et là, il me dit, c'est qui la tombe à côté là? Je dis, bah, c'est la tombe de Pierre Montocchio, qui est le père de Charles Montocchio, c'était des planteurs, et Charles a accueilli, voilà. Donc le gars dit rien, et puis au bout de 5 minutes, il me dit, si elle est enterrée à côté de lui, c'est que les enfants de celui-là, ils étaient d'accord. Waouh! Alors, il m'a dit ça, moi j'ai mis 45 ans pour comprendre ça. Lui, il l'a compris en 5 minutes. Et là, le gars me dit, alors je lui dis, écoutez, est-ce que vous pouvez enlever les mauvaises herbes, nettoyer la tombe, il me dit, je m'occupe de tout. Et il me dit, est-ce que vous voulez que je la redresse? Je dis, pourquoi vous voulez... Puis je regarde la tombe, et effectivement, la tombe d'Eugénie, elle est à 7 cm, mais elle est penchée sur la tombe de Pierre. Et là, je me suis dit, non, je ne vais pas la passer. Laisse-la comme ça. Je ne sais pas pourquoi elle est comme ça, mais laisse-la comme ça. Voilà, Eugénie Fauvette, c'était une esclave affranchie de l'île Maurice. C'était mon arrière-grand-mère. Je vous remercie de m'avoir écouté. Quand on a écouté un récit pareil, c'est difficilement qu'on peut ajouter quelque chose. Mais s'il y a quelque chose à reprocher à Bertrand, qui s'est flatté d'avoir une entreprise vinicole avec une couvée spéciale couturière, c'est qu'il ne nous a pas apporté quelques bouteilles ce soir pour qu'on puisse goûter au moins à ce goût de génie. Alexis Papotel nous fait le porte-parole du directeur, M. Lagesse, nous invite à une collation à l'extérieur pendant que Bertrand va se faire un plaisir de dédicacer son livre. Alors, je voulais remercier. J'ai oublié de remercier, c'est quand même très important. Alors, la première personne que je voulais remercier, c'est Alain Gordon-Gentil qui est ici. Et en fait, quand ce livre est devenu un livre, ce qui n'était pas prévu au départ, donc je l'ai envoyé à l'éditeur mauricien, à l'éditeur qui avait la ligne éditoriale, comme on dit, qui me semblait être la plus pertinente. Et donc, on a regardé sur Google comment on fait pour trouver un éditeur. Donc, en gros, vous envoyez
un manuscrit, vous attendez 4 mois qu'on vous dise non. Donc j'envoie mon manuscrit par email à Alain Gordon-Gentil. La réponse est arrivée 7 minutes après. Et Alain a écrit ce sujet m'intéresse, vous m'intéressez, donnez-moi juste 15 jours, le temps que je le lise et je reviens vers vous. Voilà. Donc c'est Alain Gordon-Gentil qui m'édite les éditions Pamplemousse et je voulais le remercier. Je voulais aussi remercier Isabelle Montocchio Drouin et Vincent Montocchio qui sont là parce que dès le début ils ont accueilli toute mon histoire avec une ouverture d'esprit, un cœur extraordinaire, à tel point que ma fille aînée veut faire un stage au mois de septembre ici, et moi ça me fait un peu peur parce qu'on a 10 000 km, elle a 19 ans et tout ça. Et ils m'ont dit, mais Bertrand, on est là. Voilà, c'est quand même assez exceptionnel de se dire 2 siècles plus tard que le cœur est toujours là. Voilà. Je voulais remercier Finlay, avec qui on a fait 2 émissions. Effectivement, on est allé marcher sur les traces de mes aïeux rue d'Entrecasteaux. Shenas Patel, qui a fait je ne sais pas où elle est, avec qui on a fait, bonjour Shenas, une émission qui sera diffusée dans une semaine, je crois, qui est un moment historique. Hein. Moi, je fais partie de cette émission, mais j'ai été ébahi de ce qui s'est passé et d'avoir assisté à ce qui s'est passé. Vous verrez. Voilà. Et puis la dernière chose, alors moi, j'ai pas la chance d'être mauricien. Alors, j'échange les médailles, toutes les médailles contre la nationalité mauricienne perdue par mon grand-père en 1927. Et ça, voilà, parce que je serais très fier de redevenir mauricien. Voilà. Mais je suis fondamentalement optimiste, même si je suis un privilégié à cause de mon histoire, quand je vois les mots qui commencent à venir. Mais surtout, la deuxième chose, c'est je suis allé voir tout à l'heure au musée de l'esclavage l'exposition sur les bustes, qui est extraordinaire. Vous savez, les bustes, 3 bustes ont été racontés. Et quand je suis rentré, toujours sans demander la permission, voilà. Et il y avait une école qui était là, avec une prof qui est là, qui est à côté, là, qui s'appelle Stéphanie, que j'ai invitée et qui a bien voulu venir, et qui en fait a juste fait visiter une pièce qui est juste quand vous entrez dans le musée. Et dans cette pièce, il y a des descendants d'esclaves qui font leur généalogie. Et je regarde, mais c'est moi ça. Et on retrouve la même chose. Et sur le côté gauche, c'est les noms d'esclaves. Et tout est expliqué. Et j'entends halluciner Stéphanie qui est là, en fait, expliquer à des enfants turbulents qui avaient 8 ans, 7 ans, ou 10 ans, d'où venaient ces noms. Et elle citait les noms, la fourchette, la table. Et moi j'étais là, et en fait ça clôt mon histoire. Mon histoire elle a commencé là. Je m'appelle Fauvette et je porte un nom d'esclave. Et aujourd'hui, qui pour moi est la fin, parce qu'aujourd'hui le bouquin il est posé, il m'appartient plus, cette histoire m'appartient plus. Moi j'ai un avenir avec mes amis, ma famille, les Montocchio. Et ce livre commence sa vie. Et j'ai trouvé ça, enfin une fois de plus, mais ça a commencé avec l'histoire du musée d'esclavage et ça se termine aujourd'hui avec le musée d'esclavage. Voilà. Et dernier mot, juste une chose, la couverture, c'est Vincent Montocchio qui l'a faite. Alors, moi je découvre un peu le monde de l'édition, donc Alain a commencé à dire on va faire une maquette, j'ai un graphiste et tout. Et Vincent a tout de suite débarqué en disant non, la couverture c'est moi, point. Voilà. Et donc, on a essayé de. Non, il a fait cette couverture, il a donné un visage à Eugénie, on n'a pas de photo d'Eugénie. Et je trouve cette couverture extraordinaire et j'espère que ce livre aura servi à quelque chose. Merci. L'essentiel est dit, mais il a cité des noms. Si ça intéresse, il y a le livre de Alain Romaine, Les noms de la honte, justement, qui donne tous les noms d'esclaves, et c'est assez édifiant. Maintenant, on va certainement passer la soirée à dédicacer son livre, qui va devenir, en fin de compte, ce livre est condamné à devenir un livre de référence et un best-seller. Alors, profitez-en avant qu'il n'obtienne le prix Nobel. Merci pour votre présence.